Bonjour, je m'appelle Taha Bouizergan, je suis ingénieur architecte de formation et je fais partie de l'équipe design d'Xtree. En gros, mon travail consiste à passer d'une géométrie à une pièce à imprimer. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment arriver à imprimer des pièces. Donc concrètement, pour imprimer une pièce, qu'est-ce qu'il faut préparer comme fichier? Globalement, quand on fait de la 3D, on va certainement avoir des objets surfaciques qu'on va modéliser sur des logiciels CAD. Nous, notamment, on travaille sur Rhino 3D, mais ça peut être tout à fait un autre logiciel. Pour arriver à en faire un objet imprimable, l'objectif, c'est d'arriver à le transformer en une succession de points. Donc, par succession de points, c'est ce qu'on appelle, nous, un parcours robotique. Ça consiste en fait en la trajectoire que suivra le robot pendant l'impression. Donc techniquement, ce terme de parcours robotique, il passe par plusieurs étapes. On va d'abord faire un slicing, découper un objet en tranches, et ensuite, ces tranches, on les découpe en points qui forment enfin ce parcours robotique. Donc une fois qu'on a ces trajectoires robotiques, elle va être exportée sous un certain format qui s'appelle un format rapide. Donc c'est proche du format G-code qui est utilisé par les imprimantes plastiques. Et ce format-là sera lu par un automate du robot qui sera enfin transmis à la tête du robot et qui arrivera à imprimer l'objet en question. Donc c'est un peu toute cette chaîne numérique qui va de l'objet surfacique jusqu'à la succession de points que suivra le robot sur laquelle nous on essaie de travailler. Alors nous derrière, on ne travaille pas sur des logiciels de 3D conventionnels, on va dire. On travaille de manière paramétrique. Paramétrique, ça veut simplement dire qu'on ne fait pas des géométries figées, mais qui sont dépendantes de paramètres. Notamment, on travaille sur Grasshopper, qui est un plugin de Rhino 3D, qui nous permet de répéter plusieurs tâches de manière très rapide et assez efficace. Par exemple, quand on fait des textures en impression 3D, si on venait à les dessiner à la main, ça prendrait pas mal de temps, alors que sur Grasshopper, on peut par exemple venir contrôler l'amplitude que ça prend, la taille sur laquelle on vient la mettre sur la pièce, etc. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est de pouvoir itérer. Parce que c'est un processus assez itératif de modéliser. Tout modélisateur le sait. Et typiquement, quand on travaille avec des clients, c'est pour passer de la version 1 à la version 10. À chaque fois, on n'a pas à refaire tout le travail. Et ça nous permet de rapidement modifier les pièces et être assez réactif sur le design. Derrière, le logiciel ressemble à ça. S'il fallait le résumer, il consiste en une façon de coder qui est visuelle. Au lieu d'écrire des lignes de code, on vient connecter des blocs par des lignes. Et donc ce que vous voyez à gauche sont des paramètres et ce qu'on voit à l'intérieur sont les géométries à imprimer. Donc derrière, pour arriver à imprimer un objet, il y a un certain nombre de règles et de caractéristiques à suivre, parce qu'on peut imprimer toutes sortes d'objets, mais il y a quand même certaines limites. Donc une de ces premières règles, c'est d'utiliser un parcours eulérien. Le fait d'imprimer un parcours continu nous permet de ne pas arrêter le béton pendant qu'il coule. Et c'est ça ce qui permet en partie d'avoir une bonne qualité et de s'assurer que la pièce puisse être complète. Ensuite, sur la géométrie même, une pièce imprimée consiste en une succession de cordons. Donc, ce qu'on appelle nous un cordon, c'est ce boudin en béton qui a une largeur et une hauteur. Ces paramètres de largeur et hauteur ont aussi certaines valeurs à ne pas dépasser. Et en somme, c'est un ratio qu'on essaie de respecter entre la hauteur et la largeur, qui doit être autour de 1/3 pour de nouveau avoir une bonne qualité d'impression. Un des paramètres principaux sur lesquels on joue en impression 3D, c'est aussi sur l'orientation de la tête. Donc comme vous pouvez le voir sur une pièce à géométrie, on va dire un peu courbée, si on dépasse un certain angle d'impression, on imagine bien que cette pièce tombera par terre. Donc en général, on ne va pas essayer de dépasser les 30 à 40 degrés de pente, mais grâce au robot 6 axes, nous, on arrive à l'orienter dans les 6 axes possibles. Et ça permet de venir reprendre certaines pentes et d'imprimer des angles plus importants. Sur cette vidéo, on voit qu'on arrive à imprimer jusqu'à 90 degrés, littéralement à l'horizontale, mais bien sûr, ça limite le nombre de couches qu'on peut mettre sur l'objet. C'est un peu un équilibre à trouver entre la pente maximale à imprimer et la géométrie ainsi que la qualité de la pièce à sécuriser.
Donc en général, on va rarement imprimer sur des supports, parce que souvent ça prend plus de temps et ça peut aussi avoir un certain coût. Mais pour certaines géométries qui nécessitent un support pour être imprimé, on peut envisager d'en mettre. Donc là par exemple, c'est un support en bois sur lequel on a imprimé, mais ça peut tout à fait être du sable par exemple, qu'on vient former, ou ça peut être du polystyrène. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on utilise un support, ça a un certain impact carbone, puisqu'on va découper une pièce seulement pour imprimer quelque chose, ce qui est un peu à contre-discours de l'impression 3D, puisque l'intérêt c'est de ne pas avoir de moule. Mais sur certaines pièces, ça peut être pertinent. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'arriver à imprimer des objets qui ne le seraient pas sans support. C'est principalement des pentes importantes qu'on va essayer de dépasser, ou des objets qui seraient par exemple inaccessibles à certains endroits. Maintenant, je vais vous parler des différentes façons d'imprimer un objet. Une fois qu'il a été conçu et que les cordons ont été correctement choisis, on va choisir de l'imprimer soit verticalement, soit sur le côté, ou notamment avoir besoin de support. La façon la plus directe, on va dire qu'on l'utilise le plus souvent, c'est d'imprimer de manière verticale. Donc le sens d'impression correspond à l'utilisation finale de l'objet. Ça facilite notamment les opérations de levage et les opérations de manutention par la suite. Une autre façon d'imprimer, c'est d'imprimer à 90 degrés sur le côté pour ensuite venir retourner l'objet. C'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, notamment pour du mobilier urbain ou des éléments de façade. Et enfin, on peut aussi des fois venir imprimer avec des supports ou des voiles qui viennent connecter différentes parties de l'élément. Notamment quand on n'arrive pas à faire un parcours continu. Donc la première règle dont j'avais parlé, faire un parcours aurélien, une des façons d'en sortir, c'est de faire des sortes de supports, comme sur cet exemple, mais qui impliquent des opérations de post-production par la suite, qu'il faut donc un peu garder en tête. Enfin, une étape importante pour s'assurer que l'objet soit tout à fait imprimable, c'est de passer par des simulations. On va tester l'objet principalement au flambement et au cisaillement. Le flambement va simuler la géométrie de l'objet à jeune âge. En gros, on va essayer de voir si l'objet va s'affaisser pendant l'impression ou bien s'il arrivera à se tenir. Et le cisaillement, ça sera plus pour voir si des fissures auront lieu durant l'impression ou après l'impression. Donc c'est un peu les deux contraintes qu'on essaie un peu de combattre durant chaque impression, s'assurer qu'il n'y ait pas de fissures et d'arriver à imprimer l'objet malgré des pentes importantes. Donc sur ces simulations, on les fait également sur Grasshopper et derrière, on vient modéliser couche par couche en donnant des caractéristiques différentes à chacune des couches, puisque le matériau durcit dans le temps. Donc à chacune des couches, on suppose que la dernière est devenue légèrement plus solide, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de la pièce. Sur un exemple concret d'impression, ça ressemble à ça. Par exemple, sur ces lettres qui font quand même bien 2 mètres pour chacune, pour arriver à imprimer certaines pentes importantes, là qu'on voit en rouge, on a dû faire pas mal de simulations pour essayer d'optimiser la forme et arriver à trouver un bon compromis entre l'imprimabilité et la tenue de la pièce. Et finalement, ce qu'on voit sur cette simulation résume un peu les différentes étapes pour arriver à imprimer un objet en 3D. D'abord, on part d'une surface, ça se découpe en tranches, on trouve la trajectoire des points, et enfin, on essaie un peu de jongler entre pente et imprimabilité pour arriver à en faire une pièce imprimable. Et derrière, c'est ce processus qu'on va essayer d'appliquer sur la plupart de nos pièces.